Chers amis, bonjour à tous. Dans cette capsule annoncée depuis un certain nombre de semaines avant les fêtes, je vais vous expliquer comment arrêter d'être les dindons de la farce et je vais vous aider à découvrir pourquoi et surtout comment les vrais stratèges misent tout sur la dette publique, la dette souveraine de pays d'Amérique latine, libellée en monnaie locale, avant l'effondrement définitif, tôt ou tard, même si c'est un mécanisme qui va prendre encore pas mal d'années, eh bien, du dollar. Ne manquez pas l'article qui va toujours avec cette capsule vidéo sur le site du Courrier des Stratèges, où je vous parle notamment d'un fonds que nous avons, d'un fonds d'investissement accessible aux particuliers, je vous dirai à partir de combien en fin de capsule, eh bien, un fonds qui a misé sur cette dette latino-américaine libellée en monnaie locale et qui a obtenu la bagatelle de 33% de rendement nominal en 2025. Alors, pourquoi s'intéresser à cette dette latino-américaine qui, à juste titre, a eu mauvaise presse pendant des années et des années, mais l'élection de Javier Milei dans un de ces pays, en Argentine bien sûr, fin 2023, eh bien, a commencé à marquer un tournant et d'autres pays se tournent vers le même type de politique en Amérique du Sud depuis et d'autres pays toujours d'Amérique du Sud, eh bien, pourrait à l'avenir à nouveau embrasser ce type de politique que tôt ou tard la France devra aussi embrasser. Pour le dire très vite, une baisse des dépenses publiques drastique et une baisse associée, combinée à une baisse des prélèvements obligatoires drastique également. Alors, le premier argument, c'est que les rendements réels de ces titres de dette émis par un certain nombre de pays latino-américains eh bien, humilie, il n'y a pas d'autre mot, le reste du monde, et en particulier votre livret A, dont vous avez noté qu'il allait encore baisser de 10 ou 12%, c'est-à-dire passer d'un rendement nominal annuel de 1,7% à 1,5%. Alors, évidemment, je rappelle les éléments macroéconomiques qu'il faut bien garder à l'esprit. On assiste plutôt du côté de l'Asie, hors Japon, eh bien, à une stagnation économique, et hors Inde également. Les developed markets, les marchés développés, les pays développés, économies de marché, eux sont en panne. Je ne vous fais pas de dessin, en particulier évidemment la zone euro. Et pendant ce temps-là, premier argument, les taux locaux, c'est-à-dire les rendements des taux longs sur la dette latino-américaine au sens large, on verra quel pays en particulier un peu plus tard dans cette capsule, eh bien, issus donc de l'Amérique latine, eux sont au sommet. Et en réalité, c'est ce qui explique que l'Amérique latine est désormais bénéficiaire d'un carry trade massif, avec des rendements à la clé d'à peu près 10%, pas tout à fait, 9, 9,5%, c'est-à-dire qu'on est quand même dans le 8e décile en termes de, si l'on range dans l'ordre croissant l'ensemble des opérations de carry trade que l'on peut faire à l'échelle de la planète, eh bien, l'Amérique latine se situe dans le 8e décile. Ça veut dire que vous avez 80% des opérations qui sont moins rentables que ce que vous pouvez faire en Amérique latine, et seulement 20% qui sont plus rentables. Je rappelle que le carry trade consiste, en tout cas ici, un carry trade dont l'Amérique latine est bénéficiaire, eh bien, essentiellement, ce sont des investisseurs, des traders qui empruntent, par exemple en dollars, avec donc, ça leur coûte à peu près 3, 3,5 si l'on en croit, les taux courts, le taux d'intérêt directeur que Donald Trump voudrait tant faire baisser donc de la Fed pour évidemment acheter ensuite dans une devise locale d'Amérique latine, en particulier en réal brésilien. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, on constate que ces taux locaux d'Amérique latine en monnaie locale eh bien, atteignent des sommets. Il faut remonter à 15 ans en arrière pour retrouver ces sommets. Ils n'ont jamais été aussi attractifs depuis, en réalité, la crise des subprimes. Et c'est une fenêtre de tir qui ne restera pas ouverte éternellement. D'autant que simultanément le dollar est en train, vous le savez, de mordre progressivement la poussière, et que les monnaies locales, LATAM, d'Amérique latine, eh bien, renaissent. C'est-à-dire que l'ère de la domination absolue du dollar est en train de toucher à sa fin. Nous sommes au début de la fin. Le billet vert a atteint ce qu'on appelle son pic cyclique. Je vous mettrai peut-être le graphique
également dans l'article. En fait, comment on fait pour... de quoi parle-t-on lorsqu'on parle du pic cyclique atteint par le billet vert? Enfin, en fait, on regarde le dollar index, qui mesure en réalité un taux de change moyen du dollar vis-à-vis d'un panier de devises étrangères. Et en fait, on voit que ce dollar index a grimpé depuis un peu plus de 10 ans, depuis 2012, d'à peu près 30%. Ça veut dire que le dollar a perdu 30% de sa valeur vis-à-vis de ce panier de devises étrangères, ce qui, évidemment, dans ce panier de devises étrangères, il y a des devises LATAM, et donc ça laisse évidemment place à une appréciation brutale des devises. Je vous laisse juger, hein. On a une sous-évaluation flagrante des devises de la région latino-américaine. En termes réels, par rapport au terme de l'échange, ça veut dire concrètement que comme le yen, je vous ai déjà fait des capsules sur le yen, ou comme le yuan, le renminbi, la monnaie chinoise, je vous ai également fait des capsules sur la monnaie chinoise, et bien le taux de change réel de ces pays est inférieur à la parité de pouvoir d'achat, et on sait que tôt ou tard, ces devises vont retourner à leur parité de pouvoir d'achat. Donc vous cumulez un effet de change favorable si vous achetez de la dette brésilienne par exemple, vous cumulez un effet de change favorable sur le réal brésilien par exemple, qui est sous-évalué par rapport au dollar ou par rapport à l'euro selon la devise dans laquelle vous allez acheter ces titres de dette, et vous le combinez à un rendement élevé de l'ordre de 14%. Alors, il y a effectivement 7% d'inflation au Brésil, mais vous avez un rendement réel de l'obligation brésilienne qui va être de 14-7, de 7% à peu près. Et puis, donc, si je reste un instant sur les devises, eh bien en 2025, ces devises d'Amérique latine ont grimpé en moyenne face au dollar de 13%, avec notamment le peso colombien, puisque c'est une moyenne qui, lui, a grimpé de presque 20% vis-à-vis du dollar américain. Et simultanément, et c'est le deuxième argument massu pour commencer à placer votre épargne en titre de dette latino-américain en 2026, c'est la compression des rendements, la yield compression, c'est-à-dire la baisse des taux par les banques centrales qui a commencé, qui a déjà généré en 2025, d'où la performance du fonds dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui a commencé à générer des gains en capital cette fois, qui sont massifs. Le Brésil, la Banque centrale brésilienne a quand même baissé de 230 points de base, donc de 2,3 points de pourcentage, eh bien son taux directeur. On est à 220 points de base, 2,2 points de pourcentage pour la Banque centrale de l'Uruguay. Et donc, vous le savez, par une mécanique un peu surprenante, un peu complexe, mais sur laquelle je vous ai déjà expliqué par le menu, eh bien, s'il y a une baisse du taux court, du taux directeur de la banque, d'une banque centrale, eh bien, si vous déteniez déjà des obligations émises par l'État dont vous considérez la banque centrale, eh bien, la baisse du taux directeur va mécaniquement produire une hausse du cours des obligations que vous aviez en portefeuille. Donc, vous avez, c'est la conclusion qu'il faut que vous reteniez, vous avez un alignement des planètes qui ne va pas durer 107 ans, avec d'une part un rendement élevé sur un certain nombre d'obligations souveraines latino-américaines, en particulier mexicaines, en particulier brésiliennes, également colombiennes. Pour les autres pays, notamment le Chili, il faut soit patienter encore un peu, soit ça nécessite un travail de notre part pour analyser un peu plus précisément les choses, mais en tout cas sur Colombie, Brésil, Mexique, les feux sont au vert. Donc vous avez simultanément ce rendement élevé des obligations, avec en pole position le Brésil, donc 14%, de rendement nominal, avant inflation de 7% à peu près. Et simultanément, vous avez une baisse des taux courts par les banques centrales, hein, donc une politique de desserrement monétaire simultanément, qui va évidemment faire, une fois que vous avez déjà ces obligations qui vous rapportent des taux confortables, eh bien, vous allez avoir, en plus d'un coupon tout à fait généreux, vous allez avoir une valorisation du cours, une hausse du cours des obligations que vous avez en portefeuille. Donc dans le contexte de l'incertitude croissante, vous le voyez, le Groenland, le Venezuela, l'Iran, qui viennent s'ajouter évidemment au chaos, j'ai envie de dire, de tous les jours, eh bien, la zone latino-américaine apparaît comme une zone de résilience, moi à la mode, de résilience économique, mais également de maturité politique, avec des banques centrales qui sont plutôt exemplaires, dont le comportement est plutôt exemplaire. Elles ont réagi notamment de manière décisive et précoce face à l'inflation. Ce sont des pays, ces pays latino-américains,
qui bénéficient de moteurs de croissance solides, pour certains nouveaux, le nearshoring dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire la relocalisation de proximité, une demande de matières premières tout à fait soutenue, qui est d'ailleurs qui est une des explications avec l'intrusion chinoise de l'opération Maduro qu'a menée Donald Trump, et puis justement les stimuli chinois qui sont également importants sur le continent latino-américain. Et c'est un continent, un sous-continent, qui est en train de se normaliser politiquement comme nous aimerions que la France le fît, avec des politiques pro-marché qui sont en train d'être validées, consolidées, en Argentine bien sûr, au Honduras et au Chili compte tenu des résultats électoraux en perspective, et évidemment en Colombie probablement, et au Brésil en fonction des élections l'automne prochain qui auront lieu. Alors, ça n'est pas l'objet de cette capsule, mais du côté de la dette privée, les choses sont aussi, les voyants sont aussi au vert du côté latino-américain. Le crédit est en train de s'assainir. On a un retour de flux de capitaux pour soutenir les entreprises privées avec des taux de défaut qui sont parfaitement sous contrôle et historiquement faibles. On a un repositionnement stratégique du continent latino-américain avec des flux de capitaux, comme je vous le disais, qui commencent à peine à revenir. Donc, on pourra faire l'objet d'une autre capsule, savoir comment se positionner sur la dette privée, donc celle des entreprises latino-américaines, de façon, là encore, à devancer les investisseurs institutionnels qui, encore une fois, vous l'avez compris, se tournent plutôt progressivement, et en fonction évidemment de la réglementation qui est encore assez défavorable au continent latino-américain, puisque ça reste des IM, des Emerging Markets, et donc le potentiel de rendement, que ce soit sur la dette privée ou sur la dette publique, est tout à fait intéressant, avec une décote aussi injustifiée sur la dette privée latino-américaine que sur la dette publique, avec donc des émetteurs LATAM qui se négocient avec des décotes par rapport au marché développé, ce qui est le monde à l'envers, puisque c'est évidemment le marché développé qui est à la traîne et qui a des fondamentaux nettement plus fragiles que les BRICS, plus en général. Et puis en creusant sur donc le fonds dont je vous ai parlé, dont je vous donne le nom maintenant, c'est le fonds Larin-Vial, avec un ticket d'entrée à 5 000 € sur de la dette latino-américaine, un panier de dettes notamment mexicaine, brésilienne et colombienne, pour à peu près 60% de ce fonds, mais en réalité, je me suis aperçu que la Pologne, d'une part, et l'Afrique du Sud, d'autre part, présentaient un profil assez similaire. Ce sera l'objet de futures capsules. Merci de votre fidélité, à très vite.